Pour que nature vive. Pour que nature Pour que vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Manger quelque chose d'animal n'a jamais été anodin pour l'homme. Donc si les algues venaient à disparaître, eh bien c'est toute cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître. Vous avez bousillé toutes les forêts en Europe et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas. On parle souvent de la qualité de l'air à Paris. Finalement, une partie de cet air se retrouve au pôle, dans l'océan, sur la banquise. Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution. Si on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en faisant des petits ajustements de notre modèle actuel. Pourquoi l'humanité ne pourrait pas faire en sorte que notre planète soit habitable? C'est un choix de société, c'est à nous, citoyens, de le faire. Faire face aux limites de la planète avec Frédéric Schluss. Qu'il s'agisse des forfaits de téléphone, des buffets de certains restaurants ou encore des abonnements au cinéma, notre quotidien est peuplé d'offres prétendument illimitées. Mais 50 ans après la publication du livre Événement, les limites à la croissance de Donella et Denis Meadows, qui donnèrent naissance au Club de Rome, nous refusons cette évidence qu'il y a bien des limites. Mais où sont-elles ces limites et comment peut-on les voir? Et une fois qu'on les a identifiées, qu'en fait-on? Pour répondre à ces questions cruciales à l'ère de l'Anthropocène, nous sommes en compagnie de Frédéric Schluss. Vous êtes anthropologue et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Alors peut-être pour commencer, le dernier manifeste du Muséum auquel vous avez activement collaboré s'intitule « Face aux limites ». Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, de quelles limites est-il question ? Alors, il est question de différents types de limites. Des limites que nous imposent les lois de la physique et de la chimie, par exemple. On peut dire que l'homme ne supporterait pas une fréquence cardiaque à 2 battements par minute. Or, pour une baleine en apnée, c'est normal. Donc, on peut prendre d'autres exemples sur la température, par exemple, qui est supportée par l'homme, à part des moments un peu extraordinaires au sauna. Mais on n'y reste pas très très longtemps. On peut supporter des températures très hautes, mais sinon, l'homme doit vivre dans des températures qui sont acceptables biologiquement pour lui. Et puis aussi le fait qu'on soit des êtres mortels, comme la plupart des êtres non humains aussi, qui vieillissent et puis qui meurent. Après, il y a un deuxième type de limite qui est quand même beaucoup plus difficile à prendre en compte, ce sont les limites des écosystèmes. Parce que ce sont des systèmes complexes et donc il y a un certain nombre de concepts comme la capacité de résilience, c'est-à-dire jusqu'à quelle contrainte un écosystème pourra retrouver un équilibre qui lui permette de fonctionner. On peut prendre comme exemple le réchauffement des océans et donc jusqu'à quelle température l'écosystème formé notamment par les coraux pourra fonctionner de manière idéale. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs types de limites à plusieurs niveaux et que dans un système complexe, ces limites, elles sont plus difficiles à prendre en compte. Oui, disons que le trait commun de tout ce que vous définissez, c'est qu'elles sont invisibles. C'est pas comme une limite géographique, une rue, une impasse, etc. La température, c'est quelque chose de relativement relatif. On en parle énormément depuis quelques années à mesure qu'il y a des pics de chaleur en Inde, au Pakistan, dans d'autres régions du monde qui font atteindre des limites corporelles. Mais on ne sait pas exactement. C'est pas au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Pour un organisme biologique, on pourrait dire qu'au-delà d'une certaine température pendant un certain temps, on ne peut pas supporter la température. Cette température, elle est trop élevée. Ce qui est plus compliqué, c'est pour les écosystèmes. Au-delà de quelle température un écosystème pourra supporter, ça dépend déjà des écosystèmes. Et puis, ça peut être d'un seul coup avec des seuils d'effondrement de cet écosystème. Et ça, on a plus de mal à mesurer ces gradients-là.
Alors ce que vous nous dites en 2022, ça paraît évident qu'on est face à certaines limites, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est très récent, puisque toucher du doigt les limites, dans le passé c'était impossible, le monde était trop vaste, et puis les maladies trop dangereuses pour qu'on puisse rêver à l'immortalité et réussir à triompher des périls. Il y a un historien qui s'appelle François Hartog, il dit que nous sommes pris dans le présentisme, nous sommes désormais bloqués dans le présent, nous sommes comme dans une espèce de sidération qui nous empêche de nous projeter. Est-ce que pour vous, c'est une bonne piste d'explication par rapport à notre relative atonie face aux limites ? Alors, il faut revenir sur un point qui me semble important, c'est l'histoire longue de l'humanité. On sait que cette histoire de la lignée des humains, elle date de 7 millions d'années, néandertaliens 430 000 ans environ, Homo sapiens 300 000 ans environ, et on voit bien que les humains et les lignées qui ont précédé ont surmonté petit à petit des limites en habitant l'ensemble de la planète, sauf les milieux marins évidemment, mais ça s'est fait sur des temps très très longs. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Aujourd'hui, effectivement, on est dans cette accélération du temps et dans ce présentisme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette période de ce qu'on appelle l'Anthropocène nous montre qu'en fait, on a une capacité à changer le climat, à détruire notre environnement. Et prendre en compte cette capacité sur un temps très court, effectivement, c'est le présentisme, où on est obsédé par ce présent, qui empêche en fait de se projeter sur l'avenir, qui fait aussi qu'on a assez peu connu la vie de nos parents, et que notre vie nous-mêmes, elle change beaucoup. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres éléments, des éléments géographiques, parce qu'il faut considérer un système Terre, donc un système global, très complexe. Et puis d'un point de vue très anthropologique, nous sommes malgré tout encore très imprégnés d'anthropocentrisme, l'homme maître du monde. Et il faut se départir aussi de cette vision. Vous avez évoqué les glissements d'époque, vous m'avez appris l'existence du biologiste Daniel Pauly. Il a forgé un concept important qui est le glissement de référence, et ça explique comment s'organisent en quelque sorte nos amnésies collectives et qui nous empêchent de voir les problèmes d'épuisement. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de Pauly, est-ce que vous auriez quelques exemples concrets pour illustrer cette théorie ? Ce qu'a théorisé Daniel Pauly en 1995 dans un article assez fameux, c'est qu'en fait la manière dont on qualifie un état évolue avec le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il travaillait sur la surexploitation des océans et il montrait en fait que à un moment on pêchait surtout des espèces à haute valeur commerciale et de haut niveau trophique. Haut niveau trophique, c'est celles qui sont en haut de la chaîne et donc qui mangent les grands prédateurs, on va dire. Et puis petit à petit, on a pêché des poissons de moins bonne qualité. Mais ça s'est fait petit à petit, c'est imperceptible. Donc il y a cet exemple qui est donné par Daniel Pauly. Il y a un exemple aussi sur les océans toujours où le poids moyen du poisson pêché était d'il y a à peu près 50 ans de 1 kg. Aujourd'hui, c'est 180 grammes. Et un pêcheur qui pêche aujourd'hui un poisson de 300 grammes, il va se dire « Waouh, j'ai fait une belle prise ». Et on voit bien voilà, ce glissement de référence alors que 40 ans, 50 ans plus tôt, c'était un poisson qui n'avait pas de valeur. Si on se remémore, et cette remémoration, elle est, je trouve, extrêmement intéressante dans notre propre vie, quand on est un peu plus âgé, comme moi par exemple, on se souvient sur la route nationale qu'il fallait s'arrêter régulièrement pour nettoyer le pare-brise. Et en fait, aujourd'hui, on ne le fait plus. On peut faire 800 000 km sans nettoyer son pare-brise. Et on voit bien que parallèlement, 80% des insectes ailés ont chuté en Europe en 40 ans. Il y a le fameux livre aussi de Rachel Carson de 1962, Le printemps silencieux. Si on se remémore aussi comment on se réveillait le matin avec tous ces chants d'oiseaux, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et il y a comme ça des images du passé qui peuvent nous revenir, soit parce qu'on les a vécues, soit parce qu'on découvre une photo ou un cahier de recettes, je ne sais pas, de sa grand-mère, et qui nous interroge en fait sur cet environnement qu'on considère aujourd'hui comme normal et en fait qui est fortement dégradé par rapport à quelques décennies. Oui, c'est assez terrible ce que vous racontez parce qu'en fait,
Quand vous prenez l'exemple du poisson, 1 kg à 180 grammes, c'est une diminution par plus que 5 de la taille moyenne, et pourtant personne ne s'en rend compte, puisqu'en fait, hier encore, il faisait 181 grammes, et donc la disparition est extrêmement graduelle et minuscule, mais ça veut dire que ça pourrait continuer ainsi de suite, sans qu'on en prenne garde. C'est extrêmement pernicieux comme théorie. Oui, c'est ce qu'on appelle l'amnésie environnementale, qu'elle soit générationnelle ou individuelle, c'est-à-dire que petit à petit, ce glissement de référence nous fait considérer comme normal des dégradations qui sont manifestes et qui peuvent être documentées, mais souvent après coup, par les scientifiques, les écologues, les biologistes. Et c'est quelque chose que nous-mêmes, on peut éprouver si on regarde un album photo où on voit des paysages qui ont été massacrés, les paysages de notre enfance ou les paysages des grands-parents. Si on fait les cartes postales avant-après, on voit, là tout d'un coup on se dit mais c'est pas possible, à tel point comment ça a été dégradé. Encore une fois, dans ce que vous dites, il n'y a pas d'effondrement. Ça se passe graduellement. Et mis à part certains collapsologues qui peuvent vous donner précisément la date et l'heure de l'effondrement planétaire, en réalité, la durée pendant laquelle le système peut encore fonctionner est très dure à appréhender. Dans le premier épisode de ce podcast, Bruno David empruntait l'exemple de la tour Eiffel en disant à chaque fois on enlève une allumette et puis un jour elle finira par s'effondrer, mais elle existe encore sous une autre forme. Est-ce que pour vous cette incertitude par rapport au moment où il y aura un effondrement, ça nourrit l'inaction en se disant en fait on peut continuer encore une minute, et si oui, comment combattre cette incertitude? Alors effectivement, il est compliqué de prendre en compte en fait ces transformations qui sont graduelles, imperceptibles, surtout concernant la biodiversité. Pour le climat, on a un certain nombre de repères qui nous aident, les fameux 2 degrés. Pour la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'écosystèmes différents. Par rapport à ce que disent les collapsologues, on voit bien que le rapport Meadows, ça fait quand même 50 ans qu'il a été écrit. On a pratiqué à peu près ce qu'on appelle business as usual. On a fait à peu près, on a continué de la même manière, même après le rapport Meadows, et notre monde ne s'est pas effondré. Donc on se dit, il va peut-être s'effondrer dans quelques années. Ce qu'oublient les collapsologues, avec ce terme d'effondrement qui est très monolithique, un effondrement qui me rappelle, moi, qui aime bien la science-fiction ou les films à grand spectacle, la météorite qui percute la Terre et tout s'effondre d'un seul coup. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est un effet mosaïque. Tous les espaces, tous les écosystèmes ne réagissent pas de la même manière. Toutes les populations ne subissent pas cet effondrement de la même manière et dans des temporalités qui sont plus ou moins longues. Donc, ce qui est très compliqué, c'est de prendre en compte ces effets mosaïques avec des probabilités que cela survienne. Donc, il faut avoir une réflexion systémique avec cette prise en compte des probabilités. Et effectivement, le récit un petit peu simpliste des collapsologues peut se dire de toute façon, tout va s'effondrer, on ne fait rien. Première chose, il faut évidemment avoir conscience de ses limites et donc se souvenir à titre individuel et collectif de ce qu'est cet environnement, comment il s'est dégradé. Il faut aussi des actions évidemment politiques. Il faut certainement, comme le construisent le GIEC et l'IPBES, qui est le corollaire du GIEC, mais pour la biodiversité, travailler sur des scénarios. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, l'IPBES, je trouve, fait un travail extrêmement intéressant sur les nécessaires changements transformateurs. C'est-à-dire qu'il faut changer notre société, il faut se transformer et donc identifier les grands enjeux, nourrir la planète sans détruire la biodiversité, garder l'eau douce pour la nature et pour les humains. Ils déclinent comme ça tout un tas de grands enjeux. Ils
connaissent ces mesures leviers, c'est la gouvernance intégrative qui est importante. Et puis après, il y a les points d'appui, il y a l'éducation, il y a reconnaître des valeurs qui ne sont pas uniquement des valeurs marchandes. On voit bien qu'on peut agir, mais on n'agira pas juste sur un seul bouton, on agira dans de multiples parties. Comme vous parliez de films à grand spectacle, en fait, j'en déduis que vous êtes plus connais-toi toi-même de Socrate que grande peur de la météorite façon Don't Look Up, quoi. Mais ces grandes peurs Don't Look Up ou les grands films hollywoodiens, ils sont très intéressants parce qu'ils nous permettent justement de discuter de ces questions-là. Et ils engagent en fait des formes de dystopie qui sont vraiment, je trouve, assez passionnantes à discuter. On va rester presque à Hollywood, dans la Silicon Valley, puisque vous parlez des limites. En dépit de l'évidence de la finitude des ressources qui est mise en avant par la science, il y a des grands entrepreneurs, des personnes qu'il faut prendre au sérieux, extrêmement riches et extrêmement à succès, comme Jeff Bezos ou Elon Musk, donc les fondateurs d'Amazon et SpaceX et Tesla de l'autre côté, qui continuent à penser qu'il faut consommer davantage d'énergie et en produire de façon illimitée, ce qui a inspiré à l'historien Johann Chapoutot un néologisme. Il parle d'illimitisme à propos d'eux. Qu'est-ce que la naissance de ce mouvement, en parallèle à l'avancée de nos connaissances sur le dérèglement climatique, et donc on peut dire qu'entre les deux il y a une espèce de choc cognitif, qu'est-ce que ça vous inspire ? L'illimitisme, effectivement, c'est une notion qui est très intéressante parce que c'est seul le ciel est la limite, qui est décrit comme ça, et donc il n'existerait aucune limite à l'intelligence humaine et donc à l'innovation. Cet illimitisme, alors on le voit bien avec Elon Musk, Jeff Bezos, il se déploie dans l'espace, c'est-à-dire qu'on peut aller partout, dans l'ensemble des galaxies, mais aussi dans le temps, avec ces visions transhumanistes, on pourrait vivre éternellement ou en tout cas retarder très très longuement la mortalité. Pour illustrer ça, je vais me permettre de lire ce que j'ai noté d'ailleurs dans l'ouvrage de Johann Chapoutot, un extrait de la conférence de Jeff Bezos du 9 mai 2019 qui, je trouve, est assez édifiant. Donc je cite « Nous avons le choix. Voulons-nous la stagnation et le rationnement ou voulons-nous le dynamisme et la croissance ? C'est un choix facile, car si nous nous déplaçons dans le système solaire pour toutes nos activités courantes, nous aurons des ressources illimitées. » Et donc, on voit bien ce qui est le cœur, en fait, de cet illimitisme. En fait, c'est une approche très techniciste. Et puis, peu importe que notre planète ne nous survive pas, on ira plus loin. Puis, quand on aura détruit la suivante, on en cherchera encore une et on pourra aller toujours plus loin et avoir de nouvelles innovations. C'est un récit plus facile à comprendre, certainement, que ce dont on a parlé tout à l'heure, ces systèmes, ces scénarios, ces probabilités, ces effets mosaïques. Et donc, c'est sûr qu'il peut séduire un certain nombre de personnes. On peut vraiment se poser la question, si on considère que l'intelligence humaine est sans limite, est-ce qu'on a envie de mettre notre intelligence humaine et notre organisation sociale au service de ce toujours plus loin, toujours plus de dégradation, ou est-ce qu'on a envie de le mettre au service de la compréhension de ce monde fini et de vivre, comment on peut vivre dans ce monde fini. C'est une question fondamentale et de choix de société qui mérite vraiment une réflexion collective, mais une réflexion collective en étant bien documentée aussi. Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'extrait que vous avez lu de Bezos, c'est que c'est un petit peu avant qu'il lance sa société de tourisme spatial. Donc ça a les atours de la démocratisation des pratiques, en disant voilà, je veux que tout le monde ait plus d'énergie et si nous n'en avons plus assez, nous irons en chercher sur d'autres planètes. En réalité, le tourisme spatial, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars pour un vol de quelques dizaines de minutes. Donc évidemment, ça n'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Enfin, ça me paraît compliqué. On s'adresse évidemment à quelques happy few. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette fuite en avant de quelques personnes? Du coup, ça a quand même un impact sur la manière dont les autres milliards vivent.
Dans cette conception-là illimitiste, la justice sociale, l'équité sociale, c'est totalement impensé. On peut revenir à ces films de science-fiction. Je pense que tout le monde a en tête un film, un ouvrage qui montre ces vies à 2 vitesses. C'est-à-dire, il y a eu un événement, on est en 2050, où on voit qu'il y a en haut, dans un espace protégé, toujours habillé en blanc généralement, des hommes et des femmes bien portants. Et puis en bas, vous avez dans la crasse, dans la violence, des populations qui essayent de survivre tant bien que mal. Quand on regarde ça, on voit souvent ces 2 niveaux. Et en fait, ça illustre bien, je trouve, cette impensée totale de l'équité, de la justice sociale. Tout le monde n'ira pas sur Mars, tout le monde ne sera pas immortel, si tant est qu'on puisse l'être, et on aura ces sociétés à 2 vitesses. Mais on voit déjà rien que pour la santé. La crise de la pandémie nous a bien montré que les populations ne sont pas égales devant la santé. Donc il est vraiment important aujourd'hui, quand on parle de préservation de la biodiversité, de ce monde fini, de prendre soin. On dit aujourd'hui beaucoup le care de notre planète. C'est aussi prendre soin de nous-mêmes dans l'équité. Et il y a des concepts comme ça qui sont travaillés, qui sont les concepts de justice écologique et environnementale, où on voit bien qu'il y a différents groupes sociaux ou populations qui sont responsables des dégradations, pollution, industrie, etc. Et qu'il y a aussi différents groupes aussi qui ont des accès moins faciles aux ressources ou ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire le bien-être que nous procure un bel environnement. Et ça, il faut vraiment travailler là-dessus. Et quand on pense environnement, société, économie, il faut vraiment dans société bien penser cette justice environnementale, sinon on n'y arrivera pas. On ne pourra pas faire quelque chose qui mette en difficulté une partie de la population. Ce que vous nous dites, c'est que si on ne veut pas aller vers un futur qui ressemble à Mad Max ou à Soleil Vert, la science nous dit qu'il ne peut pas y avoir de justice environnementale sans justice sociale. Ça, c'est, à part dans l'esprit de Jeff Bezos, ça n'est pas possible. Oui, tout à fait. Il faut allier les deux. Premier film que j'ai vu, je pense, c'était Soleil Vert. C'était tellement épouvantable et ça m'a traumatisée pendant de nombreuses années. Mais c'est vraiment ça. Et ces ouvrages, ces films sont vraiment très intéressants. Si on veut être tout à fait juste pour conclure cet épisode, le fait d'atteindre les limites de nos ressources planétaires actuellement, c'est principalement lié à notre mode de vie, à nous, les Occidentaux. Et donc, est-ce qu'on peut dissocier la préservation de la biodiversité de la justice sociale à un niveau planétaire pour l'avenir et que nous-mêmes, on prenne notre part en diminuant plus vite que les autres ? Oui, de toute façon, cette justice, elle se pense à différents niveaux. Elle se pense au niveau international. Effectivement, il y a des populations qui souffrent déjà beaucoup plus que nous et qui sont pour autant moins responsables. Il y a tout un débat sur l'anthropocène. Est-ce qu'on doit l'appeler anthropocène ou capitalocène, c'est-à-dire ce système capitaliste, voire plantationnocène, les premières plantations qui ont exploité des hommes et la nature. Donc on voit bien que c'est pas partagé. Donc il faut prendre ça en compte au niveau national aussi. Quels sont les groupes sociaux les moins favorisés qui n'ont pas accès, comme on l'a dit, aux ressources ou aux aménités. Il nous faut changer. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais des changements transformateurs de l'IPBES. Et ces changements transformateurs, ils ne pourront pas non plus se mettre en place sans ce qu'on peut nommer des systèmes assurantiels, en fait des assurances. Aujourd'hui, on voit bien dans nos sociétés occidentales que quand on subit un certain nombre de catastrophes, on a ces systèmes assurantiels qui, bon an, mal an, permettent de réduire les dégâts. Ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés qui n'ont pas ces systèmes assurantiels et qui subissent de plein fouet très brutalement ces dégâts. Il faut aussi penser comment on va changer, parce qu'on voit bien, on doit aller vers plus de sobriété. Et ce n'est pas la sobriété triste, où on va manger que du quinoa, je ne sais trop quoi, comment on décrit ça. Mais il faut changer nos comportements. Et on voit bien que pour accompagner, par exemple, l'agriculture, il faut aussi avoir un système assurantiel qui leur permette de prendre des risques. Parce qu'on ne va pas pouvoir changer sans prendre un certain nombre de risques. Et surtout pour certaines professions, il va falloir accompagner collectivement ces changements.
pour conclure, à vous écouter, je vois une grande proximité avec un autre épisode de ce podcast avec le démographe Gilles Pizon, dans un épisode qui était intitulé « Sommes-nous trop nombreux sur cette planète ?» et qui disait au fond ce qui compte c'est pas du tout le nombre d'habitants sur cette planète mais notre mode de développement, c'est ça qui fait atteindre des limites et la planète pourrait soutenir sans souci 10-12 milliards de personnes qui ont la consommation des habitants du Bangladesh, mais elle ne pourrait jamais tenir avec 3 milliards d'États-Unis. Vous êtes en phase avec lui ? Oui, tout à fait, parce qu'on voit bien que dans notre modèle occidental, qui est un modèle capitaliste, le capitalisme, c'est expansion, accumulation. Et donc, ça nie totalement cette question des limites et ça nous pousse petit à petit dans le mur, nous, dans ce système capitaliste, mais également toutes les populations qui ne sont pas dans ces systèmes-là, parce qu'il en existe quand même encore sur Terre. Donc, c'est vraiment nos sociétés qui sont les sociétés quand même où on vit bien, où on accumule toutes ces richesses qui doivent changer en prenant en compte des valeurs qui nous permettent cette justice sociale, des valeurs de sobriété, mais qui ne sont pas obligatoirement des valeurs qui nous font redescendre ou vivre à l'époque de la chandelle, etc. L'humanité a conquis, a habité l'ensemble de la planète grâce à son intelligence et à son organisation sociale, sa solidarité. Aujourd'hui, moi j'aurais envie de conclure pourquoi l'humanité, grâce à son intelligence et à sa solidarité, son organisation sociale ne pourrait pas aussi faire en sorte que notre planète soit habitable pour nous humains et puis les non-humains qui nous entourent. Donc c'est vraiment un choix de société. Et un choix de société, c'est à nous, citoyens, de le faire. Puisse l'humanité mettre son intelligence au service d'une humilité raisonnée et prendre compte des limites pour éviter qu'on aille vers Soleil Vert. Merci beaucoup, Frédéric Schluss. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Frédéric Schluss, directrice du département Hommes et Environnement, enseignant-chercheur et professeur en anthropologie du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.